professionnel et vous apporte jour après jour des soins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles. Nous nous retrouvons tous les dimanches pour des informations, des commentaires, des débats. Alors, vous suivez en direct sur Facebook et l'émission est également diffusée sur Radio Fréquence Atlantique, RFA, 3 fréquences, 88.3, 93.6 et 105.9. On peut la suivre sur Internet, rfaradio.fr. Et donc, elle est coupée en deux parties. Celle que vous suivez sur Facebook et une deuxième partie interactive à laquelle vous pouvez participer en appelant le 0596 03 14 03. Donc, quand la diffusion Facebook est terminée, vous passez sur les émetteurs radio ou sur Internet, rfaradio.fr. D'abord, remercier tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à suivre en direct, mais surtout à aller consulter les vidéos de ces émissions qui sont publiées ensuite sur la page Facebook de Jikambout. Donc, merci à vous et nous vous invitons à partager vos impressions dans la partie interactive au 03 14 03. Alors, normalement, le format de l'émission est constitué de commentaires à partir de faits d'actualité importants pour chaque continent. Il nous arrive toutefois de faire des émissions synthèse globale quand les problématiques le demandent. Aujourd'hui, on va faire une formule un peu comme ça, puisque nous avons noté que dans toutes les actualités concernant la semaine qui s'est écoulée au niveau international, on retrouve les mêmes interrogations concernant les problèmes de communication, d'information, les problèmes de racisme, les problèmes qui sont liés à la pandémie du Covid-19 et surtout qui participent de cet affrontement frontal dont nous avons parlé entre les défenseurs de l'ancien système capitaliste et colonialiste, impérialiste, et puis ceux qui veulent changer le monde. Et sur les trois terrains dont nous avons parlé, information, et, racisme, pandémie, les positionnements qui sont établis, qui sont exposés, concernent directement cet affrontement. Alors, on va commencer avec la question de ce qu'on peut appeler la bataille de l'information. Ce matin, en venant au studio, j'écoutais les informations concernant Radio Fréquence, concernant, voilà, alors c'est un petit problème technique, les techniciens me demandent de, voilà, allez, on continue. Donc ce matin, disais-je, en montant au studio, j'ai écouté, voilà, j'ai compris maintenant, on va y arriver, mille excuses à ceux qui nous suivent, et c'est pour un meilleur confort d'écoute. Je disais donc que ce matin, en venant au studio, j'écoutais les informations sur RFI. Et on a parlé des événements en Thaïlande en l'espace de 2 phrases. Et tout de suite après, on a parlé des manifestations en Biélorussie avec force détail, interview, pendant un temps très conséquent. Ce n'est pas du tout un hasard. D'ailleurs, je vous invite à réécouter cette émission sur RFI, des formations. Elle va repasser dans la journée pour voir comment on a un problème de micro là. On a un problème de micro. Est-ce que sur Facebook ça passe au moins? Bon, alors on continue sur Facebook et nos techniciens vont essayer d'arranger ça. Donc, on a parlé longuement de la Biélorussie et anecdotiquement de la Thaïlande. Ce n'est pas un hasard. Et nous allons essayer de réfléchir sur cette question de la bataille de l'information. Réfléchissons bien. Observons.
Qu'est-ce qui a dominé l'actualité cette semaine? On a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui a capitalisé l'essentiel du temps, 3 informations. Biélorussie, l'empoisonnement d'un opposant en Russie, et puis le procès à Paris des attentats qui ont eu lieu il y a quelque temps. Donc, c'est ça. C'est ça. Le reste a été anecdotique. Chacun pourra reconnaître que c'est ça qui a mobilisé l'attention. Mais pourquoi ce choix? Est-ce un accident? Parce que ces informations-là sont les plus essentielles, les plus importantes? Ou bien est-ce que ça participe d'une volonté de conditionner l'opinion? Eh bien, c'est cette chose que nous devons remarquer, qu'il y a véritablement un endoctrinement, une manipulation, un conditionnement massif qui est fait à travers tous ces empires médiatiques qui appartiennent aux multinationales et qui utilisent, qui embauchent des journalistes payés absolument astronomiquement, qui bénéficient de voyages, d'avantages, de façon à jouer le rôle de mercenaires de la propagande. Parlons manifestation, pour commencer. La Biélorussie. Vous entendez les journalistes, avec un langage sans concession, dénoncer la brutalité de ces dictateurs qui massacrent des femmes, qui mènent. Mais enfin, vous avez vu les images, regardez-les encore, vous verrez qu'effectivement qu'il y a des brutalités policières. On prend des personnes, on les envoie, mais comparez ces images-là avec celles qu'on a quand les Gilets jaunes manifestent. Avez-vous constaté des nuées de gaz lacrymogènes dangereux? Avez-vous entendu des mains arrachées, des yeux crevés, etc.? Donc il y a toute une dramatisation qui est faite, une diabolisation du régime, parce que c'est un ennemi de l'Occident dans son conflit contre la Russie. Mais ces mêmes journalistes-là qui s'acharnent sur la Biélorussie, ont-ils dit un mot de la répression en Martinique? Nous sommes dans ce mois de septembre. Combien de procès y a-t-il? Quel type de procès? Est-ce que ça relève de la dictature ou pas? Le procès qui s'annonce lundi d'un jeune dans lequel le procureur fait poursuivre un déficient mental qui est suivi parce que des policiers ont déclaré qu'il a battu 4 personnes, qu'il a écrasé un distributeur de billets, qui dépose cette déclaration, et on a un procureur qui reconnaît que l'individu est un déficient, qui ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, dans aucun cas, il ne peut être associé à des gens, des acteurs de violence qui ont eu lieu lors des agressions policières contre des manifestants. Dans tout autre pays, cela se serait produit, les médias auraient mis ça en avant, un déficient mental poursuivi par les forces du dictateur X ou Y. Non, ça passe sous le boisseau. Cette semaine, on a une série de procès qui s'annoncent. Procès à la suite de violences policières. Quelle place cela a dans les médias occidentaux? Mais disons que la France défendrait son positionnement de sa colonie Martinique. Mais au niveau international, quelle place avez-vous vu donner aux manifestations puissantes qui sont faites contre le coup d'État électoral qu'essaie de faire l'homme de Macron, Alassane Ouattara, et en Côte d'Ivoire? Qui a parlé de ça? Qui a dénoncé? Qui a menacé de sanctions? Or, ce que fait Ouattara, c'est produit dans des conditions beaucoup moins contestables au Rwanda et au Venezuela, et il y avait une unanimité, une permanence dans les formations pour dénoncer ceux qui veulent être présidents à vie, qui ne respectent pas la démocratie,
qui s'accrochent au pouvoir, etc. Donc, deux poids, deux mesures. Mais pourquoi? Parce que Ouattara, c'est l'homme de main des Occidentaux dans le pays. On a dit tout à l'heure qu'ils ont juste mentionné en passant ce qui se passe en Thaïlande. Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? Les manifestations sont plus anciennes et plus puissantes que ce qui se passe en Biélorussie. Et elles se font contre une monarchie dictatoriale dans laquelle, si vous dessinez le chien du roi de façon caricaturale, vous faites 20 ans de prison. C'est ça la Thaïlande. 20 ans de prison pour une caricature du chien du roi qui ne lui a pas plu. Les gens demandent qu'on réforme cette monarchie absolue. Il y a des brutalités, il y a des arrestations. Comment expliquer que le journaliste ne se pose aucun problème de déontologie en parlant de la Thaïlande en une phrase et en s'acharnant sur la Biélorussie? Et chaque fois, nous prenons la précaution de préciser qu'il ne s'agit pas de mettre en doute le droit du peuple biélorusse à lutter contre ce régime. Il ne s'agit pas de nier que le gouvernement biélorusse ait des comportements totalitaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de montrer que l'Occident soutient cette lutte parce que ça lui permet de jeter un obstacle à son agression contre la Russie et que l'essentiel des politiques qui mènent ces mouvements, ce sont des gens d'extrême droite liés à des mouvements en Pologne et en Ukraine. Le coup avait été fait en Ukraine, le coup avait été fait en Géorgie. Donc il ne s'agit pas de soutenir parce qu'il y a des gens dans la rue sans se poser la question du bien fondé de la lutte. Mais il ne s'agit pas de condamner les mouvements populaires dans quelque pays que ce soit. Ce que nous voulons mettre en évidence, c'est que les médias nous intoxiquent, nous manipulent, et il faut bien comprendre qu'intelligents que nous soyons, instruits, diplômés que nous soyons, la répétition de ces choses-là, matin, midi et soir, laisse des traces et détermine nos choix et nos comportements. Pendant qu'ils font ça là, ils ont glissé un petit Venezuela. Hein. L'ONU, dit-on, l'ONU dénonce des crimes contre l'humanité qu'auraient commis Maduro et des ministres. Et puis on a ça. On a des sites qui reprennent ça. L'ONU. Mais ce n'est pas l'ONU. C'est des individus occidentaux au sein de l'ONU. L'ONU, c'est près de 200 pays. Il y en a une infime minorité qui défendent ces positions-là. Et puis, cela se base sur pourrait avoir. Parce qu'il n'y a aucune preuve, aucun détail. On lance ça pour cultiver la diabolisation et la méfiance. Parce qu'il y a des élections qui seront déterminantes en décembre, l'opposition qui participe aux élections s'est entendue avec le gouvernement vénézuélien pour repousser les élections en décembre. Le gouvernement vénézuélien a fait appel à l'ONU et à l'Union européenne. Venez vérifier si les élections seront valables ou pas. Puisqu'on avait prétendu qu'elles n'étaient pas valables autrefois, faussement. Il dit, venez vérifier. Pas de réponse. Mais il faut préparer la déstabilisation, semer le doute. Et on ne va pas parler des atrocités qui sont faites, puisque certaines commissions de l'ONU ont dénoncé le harcèlement dont Evo Morales, le président renversé illégalement de Bolivie, est victime. Cela a été dit. Quel écho on a eu dans les médias à propos de cela? Les médias ne vont pas vous parler du dictateur Duterte aux Philippines, celui qui avait dit vous pouvez tuer des gens, etc. Eh bien, sa dernière trouvaille, c'est d'appeler les chefs de gangs mafieux des Philippines, aidez-nous à vaincre le coronavirus en tuant les gens qui ne portent pas de masque dans la rue. Un président dictateur qui dit ça. Quel écho, quelle condamnation, non, mais c'est un ami de la politique occidentale, donc on ne va pas en parler.
Et même quand on parle d'abus des gens de leur camp, on ne s'y attarde pas. On a parlé d'accords qui ont été faits entre les Émirats arabes unis, d'ailleurs soutenus par l'Arabie saoudite qui s'amène derrière, et Trump, de façon à rétablir les relations entre certaines monarchies féodales du Golfe avec Israël pour écraser la lutte du Palestinien. Une information de cette nature change l'équilibre politique au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Mais elle met en évidence le non-respect fondamental du droit international. Parce qu'Israël, c'est un État voyou qui bombarde des populations civiles, qui dynamite des citernes, qui rase des oliveraies, qui bombarde des écoles, etc., qui colonise, qui vole les terres des Palestiniens et qui cherche des soutiens diplomatiques pour éliminer la lutte du peuple palestinien. Mais cet aspect-là n'est pas évoqué dans les relations et la politique de Trump, qui lui cherche sa réélection. De même qu'on dira que, on a dit que Trump ne respecte pas le droit international parce qu'il rétablit des sanctions massives que l'ONU avait prévues contre l'Iran. Il faut revenir en arrière. L'Occident avait fait une coalition pour bloquer, attaquer, déstabiliser l'Iran au prétexte qu'il leur interdisait d'avoir des centrales nucléaires civiles. Il ne faut pas toucher au nucléaire. C'est nous, les impérialistes seulement, qui décidons, qui avons le droit, qui laissons Israël, etc. Mais nous vous interdisons d'avoir. Des accords ont été pris, des négociations ont été faites avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour signer un accord. Les États-Unis étaient signataires de l'accord. On vous dit, bon, on lève toutes les sanctions, à condition que vous nous permettiez de contrôler et que vous n'en enrichissiez pas d'uranium au-dessus de 20%, etc. L'accord est signé. Les États-Unis disent, je ne respecte pas l'accord, je mets des sanctions, je fais ce que je veux, etc., je bloque des comptes. C'est lui qui a brisé l'accord. Ça n'empêche pas tous les Occidentaux de dire, l'Iran ne respecte pas les accords internationaux. L'Iran dit, mais non, les conditions de l'accord ne sont pas respectées. On avait dit que si je faisais ça, eh bien, les sanctions ont été levées. Les sanctions ne sont pas levées. Je continue ma politique nucléaire. C'est l'Iran qui est présenté comme coupable. Mais il n'y a pas de sanctions contre les États-Unis qui refusent d'appliquer un accord international qui bafoue sa signature de toute une série de traités. Oui, on va en parler pour le Brexit. Bon, Johnson, c'est la bête noire parce qu'il ne respecte pas sa signature sur la frontière en Irlande. Mais pour vous dire que ces gens-là qui sont parfaitement informés, savent très bien que ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité, que c'est de la propagande pour servir les plans impérialistes. Et j'insistais sur cette histoire de bataille de l'information parce que ça détermine nos actions, je le disais. On a parlé de cet aspect-là de l'information. Il faut compléter avec l'opposant russe qui aurait été empoisonné. Ensuite, on va parler du procès des attentats. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir fait de hautes études. Si on est vigilant et qu'on interprète l'information au fur et à mesure qu'on la voit, on comprend. Voilà qu'on nous dit les services secrets russes ont empoisonné un opposant. On nous a montré pendant 15 jours une photo de l'endroit où ça a été fait. Il est dans un bar avant de prendre son avion. C'est ça qu'il a empoisonné. Après, on n'en parle pas. Maintenant, on nous dit, il y a des preuves, il y a des éléments nouveaux. Quels sont les éléments nouveaux? La famille du monsieur, c'est les membres de son parti politique d'opposition,
est allé à l'hôtel, c'est filmé. Ils ont cherché, ils ont pris des bouteilles avant que la police ne vienne, et puis ils ont envoyé pour les Occidentaux, et sur l'une des bouteilles, on a vu des traces du poison en question. Drôle de dictature en Russie. L'hôtel où a dormi l'opposant est libre d'accès. La chambre où ils ont empoisonné est là. La bouteille que les services secrets ont utilisée est restée là. Des opposants peuvent rentrer à l'hôtel, filmer et repartir. Ouais. Drôle de service secret, ce pays-là serait déjà tombé depuis longtemps. C'est évidemment de la manipulation. Ça n'a aucune valeur juridique. Comment des États, des journalistes peuvent dire oui, on a des preuves que c'est un empoisonnement par les services russes en montrant des opposants qui rentrent dans un hôtel des jours et des jours après et qui trouvent la bouteille sur laquelle il y aurait des traces de poison. C'est n'importe quoi, mais ça marche. Parce que quand on regarde l'information, on n'a pas cette grille de doute-là qui nous fait la rejeter, et puis ça reste. Donc, c'est le deuxième exemple. Et le troisième exemple sur lequel je veux insister, qui est peut-être délicat parce qu'il concerne une compatriote. Nous voyons massivement des informations. La mère de Clarissa en pleurs. Le procès où ses parents se succèdent pour dire elle était gentille, elle s'est battue pour arriver, etc. Donc il y a une dramatisation. On a un appel à notre émotion. Et puis une compassion. C'est un procès. Dans un procès, cette suite de témoignages, quel but a-t-elle? Cette suite, quel but a-t-elle? Est-ce que ça porte des éléments pour comprendre l'attentat, les responsables, pour désigner, etc. Non. On instrumentalise la souffrance de cette famille qui a déjà tant souffert, et à travers cette dramatisation, recueillir l'adhésion de l'opinion publique pour faire n'importe quoi. D'ailleurs, pour être pitoyable et condamner les auteurs qui méritent d'être condamnés, on est d'accord sur ça. Mais pour justifier les politiques, soi-disant antiterroristes des Occidentaux, les atteintes aux libertés, vous avez ça, vous fait Clarissa pour chat. Vous avez souffrance ce moment. Donc c'est normal que Macron fichier S, étudiant Yichou, parce qu'il achetait un livre sous l'islam. Donc il y a ce sont des charognards qui utilisent la souffrance des victimes pour pouvoir faire passer. Parce que cela ne fait pas avancer un procès sur les motivations et les responsabilités en matière de terrorisme. Le passé de Clarissa mérite qu'on en parle dans les médias, oui, d'accord. Mérite qu'on fasse des films, mérite qu'on honore Clarissa, qu'on soutienne sa famille. Mais intégrer ça longuement dans le procès, ce n'est pas avec de bonnes intentions. Donc, pour terminer sur la question de la bataille d'information, pendant qu'ils contrôlent les émotions, pendant qu'ils font passer des intox, des fake news, etc., on oublie totalement tout ce qui est fondamental pour la vie des masses. Parce que les gens qui sont licenciés par milliers, après avoir reçu des milliards du gouvernement, ces gens-là, est-ce qu'on les interroge? Est-ce que dans les procès de saisie immobilière, de sanctions pour non-paiement de loyer, etc., est-ce qu'on fait venir leurs familles dans le procès pour dire c'est un bonhomme, il a beaucoup travaillé, depuis 10 ans il travaille, il a souffert dans la canne, il a mis des poisons, et sa fille, depuis qu'il est mort, depuis qu'il est licencié, ses enfants sont dans la souffrance. Cette souffrance-là, elle est aussi grave. La souffrance des familles d'artisans, de paysans qui se suicident parce que les criminels qui sont au gouvernement développent des politiques d'austérité, elle est aussi grande que celle de la famille de Clarissa. Vous entendez ça dans les procès, dans les journaux télévisés.
Quand on vous dit, ouais, Air France, KLM a décidé de licencier 1000 personnes, quelle est la vie de ces gens-là? Quelle est la conséquence de ces attentats terroristes économiques qui sont menés sur des milliers de personnes, qui sont incomparablement plus massifs et plus meurtriers que ceux que les terroristes commettent de toute leur folie. On ne parle pas de ça. On ne va pas vous parler. Qui, on peut faire le test, qui, parmi vous qui entendez cette émission, laquelle d'entre vous a entendu parler des réunions qui ont commencé au Vercors, au lieu de la résistance anti-nazie? Qui a entendu parler de ça? Qui a entendu parler de ça? Eh bien, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de structuration, d'organisation de tous ceux qui rejettent le système se renforce et il y a des milliers de délégués qui se sont réunis dans le Vercors sous le nom de Conseil de la résistance contre le système pour la fondation d'une république plus juste, plus démocratique et qui entame un cycle de réunions analogues sur tout le territoire français pour préparer la résistance contre ce système absolument abominable que nous connaissons. Qui a entendu parler de ça? Lequel a été interviewé? Qui interviewe? J'ai parlé tout à l'heure des licenciements et l'aspect dramatique. Qui, dans les médias occidentaux, se sont interrogés sur les conséquences d'un licenciement abusif? Et là, je profite pour glisser l'information sur la scélératesse des capitalistes de Peugeot. On a les deux points de vue dans les médias, d'accord, oui, le chef d'entreprise qui dit « Ah, il a fait de nombreuses fautes, je suis intraitable », mais surtout, cynique, il précise, mais il y a des institutions pour ça, hein. Il y a les prud'hommes, il n'a qu'à aller au prud'homme. On sait que c'est 2 ans, 3 ans au prud'homme. Pendant ces 2-3 ans-là, le licencié, comment il mange? Comment il envoie ses enfants à l'école? Pendant ces 2-3 ans-là, comment nourrit-il sa famille? A-t-on oublié que M. Macron, au service des capitalistes, a modifié les indemnisations au prud'homme pour mettre un plafond protégeant les patrons voyous comme celui-là? Avant, il y avait une indemnisation qui correspondait au nombre d'années de travail, au salaire, etc. Non. M. Macron et son système ont dit non. Même si on sait que c'est un licenciement abusif, on ne va pas demander au patron plus que ça. Parce que ça va le décourager d'employer du personnel. Alors, ce monsieur qui vient à la télé, ouais, il n'a qu'à le prud'homme, c'est un hypocrite, un cynique. Et alors, on commence à avoir la vérité, parce que le syndicat fait des opérations d'explication. L'homme qui a été licencié abusivement sous la foi d'une connaissance d'un cadre qui est venu faire des manières dans le salon pour ne pas aller plus loin. Cet homme, c'est le 2e vendeur de l'entreprise depuis 2004 ou 2014 en chiffre d'affaires. C'est dire que c'est un bonhomme qui rapporte une masse d'argent à l'entreprise. Pourquoi lui fait-on ça alors? C'est parce qu'il a eu le toupet de venir réclamer à la direction une prime qui leur avait été promise, justement pour de bonnes ventes, et qui ne leur a pas été donnée. Donc il s'en est plaint. Donc il faut se débarrasser d'ingénieurs. Il ne faut pas... c'est lié à ce qu'on dit. Notre attitude est déterminée par les formations que nous avons ou que nous n'avons pas. Par le conditionnement qui est fait. Il est important, je m'arrête là pour cette partie information, que nous ayons une grille d'analyse vigilante et que nous nous rapportions vers les sources d'informations alternatives. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question du racisme décomplexé. Cet affrontement global
décisif qui est fait entre les classes dominantes et les classes opprimées passe par la résurgence du racisme. Pourquoi? Parce que les classes dominantes avaient comme argument, comme arme essentielle jusqu'à aujourd'hui, le racisme. On inculquait aux pauvres, aux opprimés, aux gens désaxés, aux licenciés dans les pays occidentaux, l'idée que s'ils étaient comme ça, c'est parce que les peuples du tiers-monde venaient prendre au travail. Parce qu'on était obligé de prendre de l'argent du pays pour aller aider ceux qui mouraient de faim. Et, alors, évidemment, oui, on prend notre argent. On a même entendu ça en Martinique. Il y a haïtien et aide alors que ni problème ici. Donc, c'est la culture du racisme et de la xénophobie qui était l'arme principale. Et parce que, comme Kama Siwo Kamanda l'a dit, je cite, souvent le racisme sert de manteau à l'ignorance, à la petitesse, aux frustrations et aux aigreurs des personnes complexées et faibles d'esprit. Ça veut dire que ces gens qui sont dominés, qui n'ont pas d'explication, on vient de parler de la question des formations, et qui sont conditionnés pour trouver des boucs émissaires, deviennent le racisme. Et à présent, comme cette chose-là est en train de casser, les racistes, les gens d'extrême droite, montent de cran pour fanatiser tous ceux qu'ils peuvent fanatiser et casser la jonction qui se fait depuis notamment la mort de George Floyd entre les couches populaires des pays du tiers-monde, disons comme ça, et celles des pays occidentaux. Donc, on voit l'extrême droite aux États-Unis, c'est physique, tout le monde, bilis, pan de monde, etc. Dans toute l'Europe, le phénomène s'était déjà développé. Mais ce qu'il y a de nouveau ces jours-ci, c'est que la bourgeoisie dite républicaine, qui soi-disant dénonçait l'extrême droite, c'est qu'elle ne peut plus se contenter de pousser du fait dans l'extrême droite. Il faut qu'elle libère la partie, le racisme. Alors on a l'affaire Obono, on a l'affaire de Gaël Monfils, on a surtout ce qui s'est passé, le racisme anti-arabe, qui se cache derrière l'islamophobie, une vice-présidente d'une association étudiante, c'est pas un Tébé, c'est pas Mounio Maïdi Foss, et puis qui sont islamistes intégristes, vient au Parlement pour discuter des problèmes de relations, les députés français se lèvent et en marche et sortent, non pas question, on n'autorise pas un voile dans l'Assemblée. Alors que des gens, des rabbins avec leur kippa, enfin, des gens avec leur croix sont reçus et parlent. On vient entendre leur message, ils viennent avec leurs convictions. Hein? Donc c'est tout ça, c'est pour développer le message raciste. L'islamophobie, c'est pour préparer également cette culture raciste. Eh bien, nous avons dit que c'était une arme fondamentale des impérialistes, des classes dominantes, pour diviser les peuples et régner. Cela doit nous appeler à organiser une stratégie de lutte antiraciste très valable, très intelligente. D'une part, en isolant les racistes idéologues, membres des classes dominantes, particulièrement scélérats, hypocrites, etc., les dénoncer, faire des actions, tout, les contrecarrer comme il le faut. Bon, je ne vais pas plus loin. Et puis, cette masse de gens ignorantes, en souffrance, ça ne veut pas dire qu'il faut les excuser ou bien être tendre avec eux. Ça veut dire qu'il nous faut une stratégie pour développer des arguments, une explication suffisamment puissante pour qu'ils se disent, mais enfin, je dis aux Noirs en France, allez chez vous. Je dis à l'immigré, allez chez vous. Sortez de chez moi. Mais je n'ai pas de chez moi.
Parce que tous ces pauvres-là, la France, c'est pas eux. La France, c'est aux multinationales, aux classes dominantes. Kaila qui t'a eu, c'est pas taillou. Bref, ce mythe de chez nous, pour le Français, pour l'Occidental, son pays deviendra chez lui quand il aura chassé les classes dominantes. Et quand, en harmonie avec les peuples qui luttent pour leur libération et contre le racisme, ils arrivent à changer la société pour que les classes opprimées aient leur chez eux. Et ils n'auront pas leur chez eux tant qu'ils seront instruments du racisme au service des classes dominantes. Donc il nous faut élaborer une stratégie. Je donne par exemple un exemple qui a fait recette. Nous l'avons utilisé, qui a fait recette. Y compris les Martiniquais. Tous ces ignorants, tous ces aliénés qui disent les Noirs ont vendu leurs frères pour les mettre en esclavage, ou bien c'est parce que les rois africains ont vendu leurs frères qu'il y a eu l'esclavage. Ces ignorants-là et ces aliénés-là, il faut leur dire simplement, ah bon, si cette logique-là est valable, ce sont les Blancs qui ont envoyé leurs frères dans les fours crématoires. Quand je dis ça, tout le monde voit que c'est une imbécilité. Les Blancs n'ont pas envoyé leurs frères dans les fours crématoires. Il y a des nazis et des collaborationnistes qui envoyaient des êtres humains dans des fours crématoires. Ce n'est pas les Blancs. Pourquoi on accepte l'idée que les Noirs ont vendu? Deuxièmement, les rois africains ont... Non, il y a de nombreux rois africains qui se sont battus. Et puis comme dans toutes les races, dans tous les pays, il y en a qui ont trahi, et qui ont collaboré. Mais ce n'est pas les rois africains. Est-ce qu'on va dire que Hitler n'est pas responsable du nazisme et de la barbarie des concentrations? Parce que c'est l'État français, pas allemand, l'État français, qui organisait les rafles de juifs pour les envoyer dans les camps de concentration. Si la logique vaut pour les premiers, elle doit valoir pour les seconds, mais évidemment, ce n'est pas une logique, c'est de l'imbécilité. J'ai pris cet exemple-là pour montrer qu'il nous faut construire une argumentation scientifique imparable pour déconstruire toute la logique raciste qui est développée par les classes dominantes pour asservir les peuples. Alors, arrêtons de nous sentir humiliés parce qu'on nous a traités de sales nègres. Arrêtons d'être enragés parce qu'on nous a traités de sales nègres. Disons, pauvre type, pauvre aliéné, pauvre imbécile. S'il savait comment il était con quand il disait ça, mais comment j'avais pouvoir le sauver? Oh, si je ne peux pas le sauver, il ne veut pas, tant pis. Mais comment j'avais lui montrer dans les faits que ce qu'il dit, c'est une bêtise? Bon, bref. Pour dire qu'à l'heure qu'il faut laisser la rage et l'humiliation pour passer à l'offensive. Le troisième point que je voulais développer concerne la pandémie de Covid-19. Nous avons là une manipulation de masse qui est faite pour instaurer le fascisme à l'échelle planétaire et particulièrement dans notre pays, colonie française. Il y a on essaie d'affoler les gens, on essaie de développer une anxiété massive qui ne se justifie pas. Chaque fois, chers auditeurs et auditrices, que vous entendez parler de la flambée des contaminations, du ravage de contamination, revenez à la case départ pour dire, mais au fait, sur les 100% de contamination, combien de cas graves et mortels y a-t-il? Le pourcentage est inférieur à etc. d'autres maladies, d'autres épidémies. Donc, ça ne justifie pas cette anxiété. Mais quand on a vu ça, on dit, sur le pourcentage des gens qui ont des symptômes très graves qui conduisent à la mort, quel pourcentage est lié
à des comorbidités, ça veut dire combien arrivent à périr parce qu'ils ont déjà de maladies graves. On verra que le pourcentage est encore diminué. Donc ce n'est pas le fléau mondial qui va supprimer l'humanité qui est là. Et quand on compare aux chiffres, nous l'avons déjà dit, mais ça mérite d'être rappelé. Au total, on avoisine les 900 000 morts pour l'ensemble de la planète depuis l'apparition de ce virus. Chaque année, plus d'1 million de personnes meurent du paludisme dans les pays du tiers-monde. Chaque année, plus d'1 million qu'on pourrait guérir avec 2 €. On pourrait éviter ces problèmes avec 2 € par personne. Donc, l'importance qu'on donne à cette pandémie est là pour justifier, pour justifier les mesures de fascisation, et puis 2, pour préparer à des opérations commerciales de masse au profit des laboratoires, la fameuse guerre des vaccins. On a déjà expliqué dimanche dernier comment ils essayaient de disqualifier ceux des vaccins qui n'appartiennent pas à leur laboratoire, même quand ils sont plus sûrs que les leurs. Il faut préciser que, comme d'habitude, ils ont proposé de faire les essais sur les peuples du tiers-monde. Et puis si ça marche, on met en Europe. Si ça ne marche pas, on abandonne. Heureusement qu'il y a eu un refus généralisé. Il faut préciser que les gouvernements des pays riches ont déjà réservé la majeure partie des vaccins quand ils seront trouvés pour leur propre population. Il faut préciser encore que la question des vaccins n'est pas essentielle puisque dans les pays du tiers-monde, il y a beaucoup moins de morts, sauf au Brésil où il y a le fou de Bolsonaro, que dans les pays occidentaux. Et c'est parce que c'est les pays occidentaux qui sont touchés que leurs médias instrumentalisent la pandémie pour faire leur politique passer. J'attire notre attention, ça c'est pour global au niveau de toute l'humanité, j'attire notre attention sur la jonction qui existe entre les gouvernements, les multinationales de pharmaceutiques, qui, au mépris total de l'espèce humaine, ne cherchent que le profit. Il faut rappeler, j'ai parlé de l'exemple du vaccin qu'on va tester chez les autres, il faut rappeler que tous les laboratoires occidentaux testaient pendant 2 ans les remèdes, une fois que le protocole d'acceptation était fini, dans des pays africains, des pays du tiers-monde, avant de les mettre sur le marché occidental. Nous, c'est des cobayes, nous, c'est des bêtes. C'est hitlérien, cette affaire-là. Il faut rappeler que les stocks de remèdes périmés sont envoyés dans le tiers-monde, soi-disant, comme aide, gentillesse des Occidentaux pour faire les malheureux petits Africains ne pas mourir. C'est un empoisonnement massif. Et cela rappelle tous ces déchets toxiques qui sont expédiés légalement ou illégalement dans ces mêmes pays, que ce soit Haïti, dont on pleure la misère, Côte d'Ivoire, etc. Maintenant, la Chine, la Malaisie refusent de les accepter. Ah, qu'est-ce qu'on va faire, la Malaisie et la Chine? Ah, ils ne sont pas gentils économiquement, ils n'acceptent pas nos déchets. Bon, bref. Donc, les minorités dirigeantes des pays impérialistes occidentaux, des pays capitalistes, n'ont que faire de la survie de l'humanité. Une seule chose les préoccupe, c'est leur profit. Est-ce que nous allons accepter de continuer à vivre dans ce système-là? Est-ce que nous n'allons pas comprendre que les véritables problèmes à résoudre, c'est le partage des ressources et des richesses créées par le travail humain, de façon à ce que les quartiers salubres disparaissent, que chacun puisse avoir accès à une alimentation saine, à l'hygiène globale, que chacun puisse avoir accès à l'éducation et à la prévention qui concerne leur santé,
à l'éducation citoyenne qui permet que on respecte les consignes sans avoir besoin d'être verbalisé à 135 € parce qu'on baisse son masque ou manger un peu au chocolat. La citoyenneté, telle que, dont parlent les Occidentaux, c'est du, comme disait Ghislaine Duachardo, du pipi de chat. La citoyenneté, le comportement social valable, c'est quand les gens ont conscience d'appartenir à un groupe solidaire et que leur pratique assure la survie et l'intérêt de tous. Et quand dans l'éducation, on le leur apprend, quand ils ont accès à la connaissance, quand ils n'ont pas de doute sur les intentions de leur gouvernement, les choses se passent correctement. Parce que là, comment peut-on avoir confiance dans ces gouvernements qui nous disent le masque n'est pas bon, le masque est bon, le vaccin n'est pas bon, la quatorzaine c'est bon, la quatorzaine c'est de la couillonnade, etc. On sait que ce sont des menteurs, on sait qu'ils font de la communication. Donc les gens qui ne sont pas très instruits, qui ne voient pas les logiques politiques, ben, ils se foutent des consignes. Alors le plus joli dans l'affaire, c'est que dans le peuple, le gouvernement n'est pas visé. Ils mettent la vie des gens en danger. Ils ne sont pas citoyens, ils ne sont pas responsables. Donc on se déchire. On se bat même contre celui qui n'a pas mis de masque, sans comprendre que si le gouvernement avait une politique valable, honnête et responsable, la majeure partie des citoyens auraient été plus à même à suivre des consignes valables. Donc, c'était le troisième point sur lequel je voulais insister, et j'en arrive à la conclusion, en fait, le dernier point, qui est face à cette réalité que nous voyons, que devons-nous faire pour être efficaces? Quelle stratégie offensive et efficace devons-nous mener? De ce que j'ai dit, il ressort 4 points en conclusion, mais qui sont des évidences. Le premier front sur lequel nous devons nous battre, c'est celui de l'information et de la connaissance. Pour cela, il nous faut utiliser les réseaux sociaux, mais chaque fois, je le rappelle, en voyant toutes leurs limites. Se défaire de l'aspect voyeuriste, se défaire de l'addiction. On passe plus de temps à regarder les WhatsApp qu'à regarder ce que font ses enfants, ses amis, son compagnon, sa conjointe. On est scotché. Mais 80% des messages sont des idioties, des choses superficielles et inutiles. Si nous sommes vigilants, nous pêchons les informations valables pour les reproduire. Et c'est quand on est militant, quand on est vigilant. Et il faut le faire. Mais la majeure partie des gens pêchent ce qui est cancan, scoop, voyeurisme. Et puis, tout ça contribue à détruire l'harmonie sociale. Et puis, les gens qui contrôlent les réseaux sociaux, ils contrôlent aussi les consommateurs et s'en font des complices. Je regardais récemment une émission sur les influenceurs et influenceuses. C'est un drame. Nous luttons contre la consommation superficielle, nous luttons contre le soutien aux multinationales, et puis les jeunes les plus talentueux que nous avons se lancent dans ce nouveau métier où leur revenu, leur richesse dépend des profits qu'ils auront à sucer et assurer à L'Oréal, aux multinationales. Donc je me fais une clientèle, je brandis les vêtements de telle marque, et puis comme j'ai beaucoup de clientèle, je reçois de l'argent. Mais je sers la multinationale. Je tue les couturiers de mon pays, pour ne donner que cet exemple-là. Alors évidemment, dans un pays, dans une société où c'est l'argent qui prime, la compétition, la lutte pour soi, on ne peut pas empêcher que beaucoup soient attirés par cette facilité. Mais il faut appeler à leur conscience. Vos talents, vous pouvez les mettre au service
de la production locale, endogène, etc. Il y en a qui le font et c'est fort heureux. Donc, il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut lire. On nous a appris à ne pas lire. Il faut lire. Il faut discuter sainement, échanger nos informations de façon à élever notre niveau intellectuel et faire progresser la pensée collective. De toute façon, hors pensée collective, on est atrophié. Ça m'amène à parler de la deuxième chose, c'est la construction du rapport de force, de tout ce que nous disons. Nous voyons la puissance de l'ennemi, de ces institutions judiciaires, médiatiques, scolaires, etc. Donc, comment un petit groupe, un sauveur suprême pourrait-il changer la situation? Non. Il n'y a qu'une seule possibilité de changer la situation, c'est si nous parlons, si nous échangeons, si nous nous complétons, si nous pouvons nous entendre pour voir ce qui est essentiel. Je prends un exemple. Commémoration de septembre 70. Il y a un débat qui se fait autour du fait que l'Union des femmes de Martinique ait décidé de faire un spectacle sur l'habitation Moni. Il y a deux points de vue. Il y a des gens qui disent au cas dans le bail Kodéa là, c'est là, il y a tué nègre, au cas dans le bail Béchia, etc. Et puis il y a ceux en face qui disent mais il nous faut nous réapproprier notre patrimoine, même si on pas contre, nous allons aller à dedans et nous allons montrer méchanceté. Qui de ces deux courants a le droit de dire c'est moi qui ai raison, les autres c'est des traites, des vagabonds, etc. Pourquoi ne pas accepter que le monde est pluriel, que chacun a son angle d'attaque, mais que l'important c'est que tous ensemble nous commémorions septembre 70 et que nous faisions passer le message de la cruauté du colonialisme pendant notre histoire. Quel problème ça cause? Eh bien, ça c'est le syndrome de Lèche. Défaisons-nous de cette idée que c'est nous qui avons la vérité. La vérité est plurielle. Faisons-nous de cette idée que même si nous sommes les seuls à avoir la vérité, nous ne saurons l'imposer nulle part si nous ne prenons pas en compte l'état de connaissance, les choix des autres qui souhaitent aller dans la même direction. Donc tout ça participe de la construction du rapport de force et ça nous amène à parler de l'implication des masses. C'est le troisième point. Les élus ont leur rôle, les responsables de partis et les partis ont leur rôle. Mais si la majorité de la population n'a pas les éléments de compréhension et puis n'est pas d'accord pour se soutenir, pour s'entraider, quand est-ce qu'on va se libérer? On a déjà vu dans toutes les guerres de libération nationale, parce que nous allons vers un affrontement de libération nationale. Si le peuple n'est pas d'accord pour cacher celui que la police essaie de trucider, eh bien, on élimine tous les éléments intéressants. Comme dirait Mao Tse-tung, il faut que les militants soient comme dans des poissons dans l'eau. L'eau, c'est cette masse de gens conscients qui vont vers le même objectif et qui arrivent à comprendre que notre Martinique ne va pas sortir de l'onière si nous n'avons pas un développement autocentré, si nous dépendons d'un pouvoir colonial raciste avec des institutions qui sont là pour casser nos reins chaque fois qu'on nous revendique. Nous sommes en septembre 70, il y a au moins 17 procès. Au moment où on célèbre le procès de Lubin, qu'on a envoyé au bagne parce qu'il s'était vengé, après le silence de la justice française, si nous ne luttons pas pour être responsables de notre destinée, au sens propre du terme, c'est indépendant. Mais indépendant, ce n'est qu'un aspect. Parce qu'il y a des indépendances qui sont des échecs. Indépendants, mais organisés démocratiquement, avec l'assentiment et le contrôle du peuple pour pouvoir construire notre avenir. On va continuer à dépérir et même à disparaître en tant que peuple. Et le quatrième point,
c'est la question de l'agenda. Ça, c'est un terme qui nous vient des pays anglophones. L'agenda, c'est ce qu'on décide de faire, les orientations, les délais, les formes de lutte. Si nous n'avons pas notre propre agenda, nous n'allons pas pouvoir marcher vers l'émancipation. Si l'agenda de certains, c'est attendre la CTN pour prendre la majorité, attendre les municipales pour contrôler la mairie, attendre les présidentielles pour voter contre Macron, qui joue nous va sortir de la qualité pour l'État? Ça, c'est leur agenda. Dans notre agenda, nous pouvons tenir compte des élections pour dire, bon, il faut que nous fassions sauter ça parce qu'il y a gêné agenda nous. Il faut que nous appuyions un tel parce qu'il a préparé agenda nous. Et si nous n'avons pas une pièce parmi les candidats, tout ça qui a appuyé agenda nous, bon, il faut que nous ne pas mélanger ça. Ça veut dire qu'on peut utiliser des stratégies, mais c'est secondaire. L'agenda que nous devons construire, c'est un agenda sur le plan économique. Développer la production endogène, les circuits courts. Alors, il y a de plus en plus de nouveaux militants qui se lancent dans cette affaire-là, c'est formidable. Mais il nous faut attirer l'attention sur ce fait que la production endogène, les gens qui se nourrissent, qui font des jardins, ça existe depuis le temps de l'esclavage. Hein. Ils n'ont rien inventé. Et pourquoi ça ne nous a pas conduit à l'émancipation? C'est parce que ce n'était pas adossé à un projet politique qui faisait que l'État français détruisait les coopératives dès qu'il sentait que ça devenait gênant, que les béquets doublaient les SICA parce qu'ils voyaient que l'argent commençait à rentrer dans la banane, etc. Donc les nouveaux qui veulent développer cette économie endogène doivent comprendre que cela doit être intégré dans un projet politique de construction de réseaux, de conscientisation des populations sur les questions économiques pour aller vite. Donc, il nous faut avoir notre agenda. Qu'est-ce qu'on fait? À quel niveau? Avec qui on collabore? Et comment on boycotte? Le boycott politique qui s'est fait pour attirer l'attention sur les crimes, les responsables du crime d'empoisonnement était important. Mais le boycott fondamental des supermarchés ne peut pas se résumer à ça. Il faut qu'il aille beaucoup plus loin en changeant la mentalité de nos compatriotes en matière de consommation, en matière de connaissance des circuits, du danger sanitaire contenu par les produits, avec les conséquences en matière de déchets. On revient à la question de la conscientisation. Et le boycott se fait en dénonçant ça, mais en offrant, beaucoup le font maintenant, il faut le reconnaître, les perspectives alternatives. Ça veut dire, nous ne pouvons pas aller acheter là encore, nous ne pouvons pas même besoin de mettre comme nous devant le supermarché. Mais travail là, nous pouvons faire que les gens savent que c'est là pour aller acheter. C'est là pour aller construire. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir son propre agenda, mais c'est aussi l'agenda en matière d'organisation sociale. Comment nous organisons-nous dans les quartiers pour que les associations, les habitants du quartier soient plus unis pour marcher vers la même direction. Et on n'a pas besoin d'être pour l'indépendance. On peut même être contre l'indépendance, idéologiquement et politiquement dans sa tête, de par son parcours. Mais comment peut-on être contre le fait qu'il nous faut nous unir pour pouvoir résoudre les problèmes qui conduisent notre pays à la vie? Et pour terminer, je dirais que ça peut paraître un monde, ça peut paraître difficile avec ces fameux proverbes « fait par vous, mais contre terre », etc. Mais tous les peuples qui se sont organisés dans ce sens-là sont parvenus à se libérer. Peut-être n'ont-ils pas résolu tous leurs problèmes, qu'il y a des problèmes de domination, de classe, d'injustice, d'inégalité, mais leur lutte n'a jamais cessé. Mais en tout cas, le petit Vietnam a écrasé
les colonialistes français a dit bien fou, a mis en déroute l'impérialisme états-unien le plus puissant du monde, et aujourd'hui, il poursuit sa route. Il n'est pas le seul. Le peuple martiniquais, nous, Martiniquais compatriotes, hommes, femmes, nous avons des capacités extraordinaires, comme a montré la résistance pendant le temps de l'amiral Robert. Nous avons des génies, des talents dans tous les domaines, musique, informatique, littérature, tout, dans tous les domaines. Et puis nous portons notre savoir pour enrichir des colonialistes racistes. Et nous hésitons à dire, mais c'est Tibaobat qui 3 fois plus petit que nous. Il a développé petit à petit depuis pour l'indépendance. Je dis, je arrive, dit la reine d'Angleterre, nous finissons par Bayoua, nous sommes une république. L'espoir est devant nous, c'est nous qui devons le construire. Merci de votre attention. Voilà donc pour cette émission d'aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous allons écouter donc Thierry qui va nous parler du pays.